Le 5 décembre dernier, un nouveau massacre à Bangui avait déclenché une réaction internationale, le vote d'une résolution des Nations Unies qui autorisait le lancement d'une mission internationale de soutien à la Centrafrique soutenue par la France. Et le même jour, François Hollande déclenchait l'opération Sangaris pour établir la sécurité dans le pays. En janvier, Catherine Samba-Panza a été élue présidente et un nouveau gouvernement a été formé. Mais le cycle des violences et des représailles entre ex-Séléka et anti-Balaka continue. Des centaines de milliers de Centrafricains ont dû fuir leur maison et craignent toujours des massacres. Alors aujourd'hui, comment la Centrafrique pourrait-elle retrouver la paix? Quel rôle peut jouer la communauté internationale? Nous sommes en ligne avec Claude Guibal, bien sûr, comme reporter à France Culture, qui est à Bangui déjà depuis 10 jours et va nous rendre compte de la situation sur place avec également son invité à côté d'elle, Thierry Condé, journaliste et sociologue, membre du réseau des journalistes pour les droits de l'homme en RCA. Et ici, à Paris, en plateau, on l'a entendu déjà, Antoine Glaser, bonjour. Bonjour. Journaliste, grand spécialiste de l'Afrique, s'il allait, faut-il toujours vous présenter comme l'ancien directeur de la lettre du continent bimensuel de l'Afrique. Vous avez publié le 12 février dernier Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. Et puis avec nous, dans un instant, Johnny Vianney-Bissakounou, journaliste, animateur radio en Centrafrique. Il tient depuis plusieurs années un blog sur l'actualité de son pays et il s'est réfugié à Paris depuis le mois de janvier. Peut-être première question avant d'écouter Claude Guibal. Ce n'est pas un reproche, Antoine Glaser. Mais je me suis dit, tiens, en préparant cette émission, on va lire le livre d'Antoine Glaser. Après tout, on est là pour ça. Niette sur la Centrafrique. Enfin, rien ou pas grand-chose. Alors, voilà. Mais pourquoi donc? Parce que est-ce que c'est un signe? C'est vraiment un signe parce que c'est vraiment l'angle mort du précaré, de l'ancien précaré africain de la France. Deuxièmement, il y a des pays, c'est vrai, qui sont absents comme le Togo ou le Bénin, parce que ce sont en fait, j'ai voulu montrer dans le rapport entre l'Afrique et la France comment des dirigeants qui sont dans des pays qui ont des recettes, en particulier pétrolières du Golfe de Guinée, le Gabon, le Congo, des pays comme le Cameroun, à quel point ça s'est inversé et à quel point ils ont des réseaux d'influence à Paris pour se faire entendre. Et finalement, vous savez, en Afrique, le chef est invisible, on ne les entend pas, mais ils sont extrêmement influents. Donc c'est vrai que le Centrafrique, qui est un pays, il faut savoir, il y a eu 6 présidents dans ce pays, dont 4 chefs d'état-major qui ont fait des coups d'État. Ça a toujours été un pays, finalement, un peu une sorte de ventre mou dans ce précaré, et surtout qui est victime totalement de ses voisins, en particulier de pays dont on parle absolument pas, comme le Soudan, avec des Janjaouites, des dizaines de milliers de miliciens, de milices arabes qui se sont emparés aussi du nord de la Centrafrique. On ne parle pas du tout de l'influence aussi du Tchad qui fait et défait les présidents de ce pays et les rivalités dans la région. Donc c'est vrai que le Centrafrique, c'est un pays très particulier. C'est un pays où il y a eu 2 bases françaises pendant un certain nombre d'années. C'est un pays que la France croit connaître. C'est un pays que l'armée française pensait comme du temps de, vous savez, on appelait Bangui la coquette, la capitale de la Centrafrique, et croit encore qu'avec 1600, maintenant 2000 soldats, c'était un peu comme du temps des années 70 où la France déployait ses parades en Bangui et tout se calmait. Elle n'a pas vu à quel point la Centrafrique avait vraiment changé. La Centrafrique était un lieu de passage de tous les pays, encore une fois voisins, était la victime aussi de tout ce qui se passait et des rivalités. Donc ça, la situation est compliquée. On n'en parle pas, c'est vraiment une situation d'abord vraiment africaine et c'est pas à la mesure d'un pays encore une fois comme la France. Quelle était cette petite ambiance que vous nous avez envoyée cette nuit, Claude Guibal, en direct de Bangui avec Eric Audra? Eh bien, vous voyez ce son que vous avez entendu tout à l'heure, c'est ce qu'on entend quand on arrive sur le camp d'Mpoko. Mpoko, il faut savoir que ça se trouve sur le tarmac, en fait, de l'aéroport de Bangui. C'est tout contre la base militaire française. Et c'est là, parce que cette base était là, que se sont réfugiés les gens le 5 décembre. D'abord 500, 5000, jusqu'à 130 000 personnes. Oui. Aujourd'hui, il serait 60, 70 000 personnes qui vivent dans cette espèce de fourmilière couleur de boue qui attend
attendent ici toute la journée, la nuit, parce que ils ont fui les violences, ils ont fui les pillages, ils n'ont parfois même plus de maison, et ils sont là à attendre, à se mettre quelque part sous la protection de l'armée française contre l'aéroport. Alors cela fait quasiment 10 jours que vous êtes sur place, que vous sillonnez le pays. Pouvez-vous confirmer et dire, comme le ministre des Affaires étrangères centrafricain, Toussaint Congo Doudou, qu'il y a une petite accalmie? Alors, évidemment, si on parle de la situation... Nous ne sommes plus, dit, dans les grands combats à l'arme lourde que nous avons connus au mois de décembre et qui ont fait 1000 morts. La situation est tendue, mais la vie reprend un peu son cours. C'est dans l'Obs du 11 mars. Effectivement, Marc, on n'est peut-être plus, en tout cas à Bangui, au quotidien dans des combats à l'arme lourde, même si on entend régulièrement la nuit des combats qui peuvent opposer les forces de Sangaris dans certains quartiers à des éléments armés. Il faut penser aussi au reste du pays, le pays où la Centrafrique, ce n'est pas que Bangui, et dans certaines villes, ça a été le cas récemment, encore en montant vers le nord, il y a des affrontements, il y a des accrochages. Effectivement, ce n'est pas du tout la situation qui était que les Centrafricains ont connu en décembre, qui était une situation de guerre ouverte. Pour autant, rien n'est réglé, même si au quotidien, bien dans Bangui, on donne des signes de normalité, on parle de réouverture des écoles, mais on voit là quand même qu'il y a une espèce de processus de méthode couée, parce que il faut redonner confiance pour rétablir pour faire partir la peur, qui est en fait la peur qui est le ferment de ce cycle infernal de représailles auquel on assiste ici. Et oui, parce que si Bangui peut-être se calme, entre guillemets, c'est simplement parce que la ville se vide. Et au fond, les observateurs, comme par exemple Marie-Elisabeth Ingres, chef de mission MSF France, notent que finalement les violences se déplacent en même temps que les gens se déplacent et que tout l'intérieur du pays finalement se retrouve qui, ça et là, ou à feu et à sang, ou en tout cas dans une situation très tendue. Oui, je vais même être très 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 froide en disant ça. S'il y a moins d'affrontements à Bangui, c'est aussi pour une raison plus simple, c'est mécanique. Il n'y a quasiment plus de musulmans à Bangui. Et dans toutes les villes qui ont été où les musulmans ont été chassés, où les musulmans sont partis, effectivement, le degré de violence, le degré d'affrontement se diminue de façon mécanique. Mais ce n'est pas parce qu'on a réglé le problème, c'est parce que les populations ont dû fuir. Johnny Bissakoudou, vous venez de nous rejoindre, blogueur, animateur radio. Vous avez fui votre pays il n'y a pas si longtemps. Un commentaire sur ces éléments d'actualité là, immédiats? Alors, juste confirmer et apporter d'autres éléments, confirmer qu'effectivement, à Bangui aujourd'hui, on peut parler d'une accalmie, mais qui n'en est pas une, parce que justement, des gens continuent de se faire assassiner. Moi, j'ai eu au téléphone un de mes frères qui est toujours réfugié à l'aéroport Bangui-Poko et qui m'a dit c'est plus possible aujourd'hui de se promener dans Bangui parce que tu ne sais pas qui est contre toi. Il suffit que quelqu'un ait des soucis avec toi pour qu'il aille soudoyer les anti-balaka et ils peuvent t'assassiner. Anti-balaka, traduction pour ceux qui n'ont pas suivi. Anti-balaka, ce sont les milices chrétiennes. Ça veut dire dans un premier temps, le pouvoir a été pris par ce qu'on appelle les Séléka, qui étaient des musulmans qui arrivaient du Nord, mais avec une coalition totalement hétéroclite. Et encore une fois, pas simplement de Centrafricains, mais avec des Tchadiens, des Soudanais. Et ensuite, c'est vrai, il y a eu des violences, des pillages et autres. Et ensuite, il y a eu des milices. Quand ils ont été repoussés, quand Michel Djotodia a perdu le pouvoir, il y a eu une réaction de milices qu'on appelle anti-balaka, ça veut dire anti-machette, mais en même temps, c'est eux qui combattent avec des machettes à la main, qui sont, on dit des chrétiens, mais encore une fois, vous savez, dans ce pays, on dit 85% de chrétiens, on dit 15% de musulmans, mais il y a 100% d'animistes. En fait, justement, c'est des clichés. On peut ne pas être musulman sans être chrétien. On peut être animiste, athée, tout ce qu'on veut. C'est une manipulation politique. Voilà, le conflit centrafricain à la base est politique. Il y a à la base une minorité de politiciens qui savent que par la voie des urnes, ils ne seront jamais présidents, ils n'atteindront jamais la magistrature suprême, qui ont manipulé la minorité musulmane en leur disant depuis plus de 50 ans d'indépendance, il n'y a jamais eu de président musulman, vous êtes marginalisés, on se bat pour votre cause. Ensuite, un groupe doté de défense paysans qui voulaient protéger leur village des atrocités de la Séléka, des exactions.
est aujourd'hui récupéré par l'ancien régime Bozizé. Avec des ex-FACA, des forces voilà, armées. et qui aujourd'hui tient un autre langage aux chrétiens ou aux non-musulmans en leur disant « des islamistes sont venus vous exterminer pour prendre votre pays, ne vous laissez pas faire ». Puis-je vous dire que nous aimons entendre ce que vous dites, Johnny Bissakoulou, parce que dans les médias, habituellement, on parle toujours de drame humanitaire, certes, mais c'est peut-être d'abord, en premier lieu, un drame politique. Un vrai drame politique parce que, justement, aujourd'hui, depuis 2 décennies, pour ne nous en tenir qu'à ça, ouais. Toutes les autorités en Centrafrique n'ont aucune légitimité. Elles sont là parce que pour les unes, elles ont pris des armes. On a parlé du président Déby du Tchad comme faiseur de roi en Centrafrique. Et c'est vrai parce que Bozizé est arrivé avec le soutien du Tchad. Le jour où il s'est brouillé avec Déby, Djoto Dia est arrivé au pouvoir avec des mercenaires tchado-soudanais. Il faut que je vous coupe parce que dans un instant, nous allons entendre une interview exclusive que Claude a réalisée avec le Premier ministre André Nzapa Yeke. Mais auparavant, vous avez aussi rencontré pas seulement les sommités, Claude Guibal, mais par exemple Joseph, rencontré dans une chambre d'hôpital brûlante, moite, avec des dizaines de malades, des fenêtres avec vue sur la morgue, des patients qui sont là depuis des semaines, souvent blessés par balles, par machette ou par grenade. On écoute le témoignage de Joseph, 26 ans, à votre micro. Nous demandons rien que la paix. On veut seulement la paix. Parce qu'il y a des Sangaris qui sont là, les Miska qui sont là, mais il y a toujours des enlèvements, l'exaction, la viol. Donc on voit qu'il n'y a pas de changement là. Et notre présidente aussi, elle est là tranquillement, sans rien dire. Donc on voit qu'on souffre. On découvre par-ci, par-là des morts dans les caniveaux, des blessures, par là, par-ci. On ne sait même pas les gens qui tirent. Donc là, c'est quel pays ça? J'ai découragé même de ce pays. Parce que ce n'est pas un pays. Là. Toujours, chaque 5-10 ans, des coups d'État, et il y a plusieurs gens qui sont morts par-ci, par-là. Bon, donc, là, c'est quel pays? On va tous mourir dans ce pays sans rien faire même. Alors, je suis encore élève. Mais maintenant que je suis là, si l'administration est rétablie et les gens partent à l'école, bon, c'est comment ma position. Donc, on ne peut pas continuer dans des désordres comme ça. Et demain, Joseph, vous imaginez que vous pouvez revenir dans votre maison, avoir un voisin musulman et vivre normalement? Là, je ne pense pas. Je ne pense pas. Même si notre présidente dit qu'elle part au Tchad pour faire l'appel aux Tchadiens pour venir parce que non, c'est la fausse raison. Avant, il y a des désordres qui sont là et puis elle est partie à appeler encore des gens qui font les désordres, de revenir encore faire les désordres. Laisse qu'elle présidente. Donc, ça m'a beaucoup énervé. Parce que j'ai reçu des balles inutilement comme ça et puis je vois que j'ai perdu du temps ici pour rien. Donc, ça m'a beaucoup énervé. Il y a plusieurs gens qui sont les victimes pour rien. Donc, je me suis découragé. Joseph, donc à votre micro, Claude Guibal. Et puis hier, le Premier ministre centrafricain vous a accordé un entretien pour France Culture, André Nzapa Yeke. Et on ne peut pas dire, au fond, qu'il soit brûlant d'optimisme. On ne peut pas dire que la République centrafricaine va bien. La République centrafricaine traverse une période extrêmement difficile et je pense personnellement qu'il y a encore beaucoup à faire. Malgré vraiment la bonne volonté au niveau du gouvernement, parce que vous savez que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, nous avons des autorités en fait qui sont opposées à personne, à aucun groupe. Au contraire, notre rôle est de jouer un rôle central, de rassembler tout le monde, d'essayer de faire en sorte que autour d'une table qu'on se retrouve. Nous avons aujourd'hui la capacité de parler à tout le monde, à tous les groupes, à toutes les sensibilités politiques, ex-Seleka, anti-Balaka, mais d'autres encore, l'opposition démocratique, les étudiants, les syndicats. Nous parlons à tout le monde. Il y a aussi d'autres groupes qui existent à l'intérieur du pays. Mais nous sommes ouverts à toutes ces personnes, à tous ceux qui ont quelque chose à dire. Donc voilà ce que je peux dire. Le pays
reste encore dans une situation extrêmement fragile de sécurité. Et de sécurité, d'absence de confiance entre les différentes communautés. Il y a une fracture sociale extrêmement profonde dans ce pays. Et il faudrait beaucoup d'efforts et un réel engagement de la part des uns et des autres. Nous tous, nous devons vraiment un jour décider de dire que le moment est venu. Maintenant, pour nous Centrafricains, de nous lever pour essayer de colmater la brèche. Quelles sont les priorités du gouvernement que vous dirigez ? Je dirais que en plus de la question sécuritaire, parce que la question sécuritaire est vraiment la priorité numéro 1 dans ce pays. Sans la sécurité, il n'y a rien. Il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de petits commerces, il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Tout est dérégulé sans sécurité. Les familles, tout le monde est en déplacement, en fuite pour se mettre à l'abri. Et donc, vraiment, la sécurité est une question clé dans ce pays. À côté de cela, il y a la question économique, tout court, qu'il faut prendre en compte. Parce que le gros problème de ce pays, c'est justement parce que c'est l'absence de développement économique. Regardez tous les jeunes qui ont pris les armes. Pourquoi ils prennent tous les armes ? Mais parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'embauche. Il faut créer l'emploi. Mais pour le faire, il faut que l'économie tourne. Donc, une des priorités, c'est déjà d'avoir des ressources en tant que pays. Parce que même les questions sécuritaires sans argent, on ne peut pas les soutenir. L'autre priorité est le retour des déplacés internes et le retour des réfugiés tout court. Nous avons à l'intérieur du pays des dizaines de milliers de réfugiés. Il faut qu'avant la saison de pluie, tous les déplacés internes retournent chez eux. Il faut que l'aéroport soit libéré. Plus ça dure, plus une certaine mafia s'installe sur les sites des déplacés internes. Vous savez qu'un grand nombre de nos sœurs et de nos frères de confession musulmane ont quitté ce pays. Sont aujourd'hui soit autour des mosquées, de certaines églises et ne peuvent pas bouger dans leur propre pays. Ils ne peuvent pas aller au-delà de 10 mètres, de 20 mètres autour de l'endroit où ils sont. Il faut que ça cesse, ça. La restauration de l'État centrafricain passera nécessairement par la justice. Vraiment, ce pays, on a raté le coche du développement. Il y a eu une absence totale de volonté politique de la plupart des dirigeants depuis l'indépendance. On dit toujours que peut-être que les crises, vous voyez, c'est des situations de malheur. Mais moi, je suis optimiste parce que je rêve, je me dis qu'à travers cette crise qui nous a amenés jusqu'au fond du gouffre, ne peut renaître que quelque chose de bien. Voilà, donc le Premier ministre centrafricain à votre micro, Claude Guibal. Bien sûr, commentaire de tout cela dans la deuxième partie des matins avec nos invités Antoine Glaser, Joseph Bissakounou, vous-même à Bangui avec Thierry Condé, journaliste et sociologue. Merci. 8h17, c'est l'heure de votre chronique. Brice Couturier, bonjour à vous. Bonjour Marc. Les populations se sentent en sécurité quand les troupes françaises sont présentes à leur côté. Si un jour il faut accuser quelqu'un, ce ne sera pas la France, mais le mutisme de la communauté internationale ces dernières années. Voilà ce que déclarait ces derniers jours, tout récemment donc, le ministre des Affaires étrangères par intérim de la République centrafricaine, Toussaint Congo Doudou. Les occasions de fierté nationale sont rares ces temps-ci, ne boudons pas celle-ci. On peut dire que la France a été un peu lente à se mettre en branle, mais enfin l'opération Sangaris, annoncée en novembre dernier par François Hollande, mobilise actuellement 2000 de nos soldats, qui aux côtés de leurs 6000 camarades africains de la MISCA, ont peut-être évité à une Centrafrique à la dérive de replonger dans la folie meurtrière d'une nouvelle guerre civile. Alors reprenons le fil des événements récents. En août 2012 est créée une coalition de bandes armées, la Seleka, majoritairement musulmane. Son objectif est de renverser le pouvoir du président Bozizé, dont elle estime qu'il ne respecte pas les termes de l'accord signé en 2007 afin de mettre un terme à la guerre civile. Elle lance son offensive en décembre de la même année, s'empare facilement des villes du nord, du centre, de l'est, face à des forces nationales centrafricaines moins bien équipées.
à la Séléka, et la Séléka entame sa descente vers Bangui en commettant tout le long du chemin de sanglantes exactions contre la population très majoritairement chrétienne, à plus de 80% de la Centrafrique. En mars, la guérilla atteint Bangui, dont la population est affolée. Le président Bozizé fuit au Cameroun, tandis que des dizaines de milliers de personnes se réfugient autour de la cathédrale Saint-Paul. L'archevêque Dieudonné Nzapalanga lance un appel désespéré à la communauté internationale qui feint de ne pas voir le massacre qui se prépare. Michel Djotodia, le chef d'une des principales milices Séléka, se proclame alors président de la République et il annonce la dissolution de la Séléka, ce qui aggrave en réalité la situation, parce que les miliciens, désormais sans chef et livrés à eux-mêmes, continuent à terroriser la population en toute impunité. Alors l'arrivée des soldats français qui désarment dans un premier temps la Séléka, ou la contraignent au moins à se retirer dans des lieux de casernement, permet un certain retour à l'ordre, mais c'était compté sans le désir de vengeance d'une population exaspérée par les persécutions qu'elle a subies de la part de la Séléka. Et les milices chrétiennes, mi-chrétiennes, mi-animistes, qu'on appelle anti-Balaka, formés par les villageois pour se protéger des bandits depuis déjà plusieurs années, se livrent alors à un véritable pogrom anti-musulman ou anti-tchadien, car nombre de miliciens de la Séléka sont en fait des Tchadiens. Les musulmans qui n'ont rien à voir avec ces guérilleros Séléka fuient alors vers le nord du pays. Une partition du pays, selon des lignes de fracture religieuse, est en train de se produire et nous n'y pouvons, semble-t-il, pas grand-chose. Il y a urgence à ravitailler la population parce que la saison des pluies, c'est en avril, elle approche. À présent, la reconstruction de l'État centrafricain dont les fonctionnaires n'ont pas été payés depuis des mois, dont les infrastructures ont été endommagées ou détruites, est entre les mains de la communauté internationale. La France n'a pas les moyens de reconstruire seule la Centrafrique. L'appel lancé par le président de la République depuis le Brésil en décembre dernier aux partenaires européens n'a reçu que très peu d'écho. La France, il faut dire, avait un peu braqué ses partenaires en se croyant capable de régler seule et promptement l'affaire, comme nous l'avons fait au Mali. La parole, en fait, est à l'ONU. Alors la chance de la Centrafrique, parce qu'heureusement elle a des atouts, c'est d'avoir aujourd'hui un gouvernement de transition qui inspire confiance. La présidente, Catherine Samba-Panza, se tient délibérément au-dessus des querelles confessionnelles. Elle appelle au pardon et à la réconciliation. Elle-même, elle est née au Tchad, d'un père camerounais et d'une mère centrafricaine. C'est une chrétienne qui parle arabe. Elle a fait ses études de droit à Paris, Panthéon-Assas, avant de rejoindre les cadres d'une grande compagnie d'assurance, Allianz, et de militer contre les mutilations génitales dans des associations féministes. Elle a la confiance de la communauté internationale, mais le gouvernement par intérim, on peut le dire, a du pain sur la planche parce que tout est à réinventer dans un pays ruiné par les guerres et victime d'un nettoyage politico-religieux silencieux. Alors la question qui se pose à présent, c'est quand les Français pourront-ils laisser la place à une force onusienne suffisante pour garantir la sécurité des populations et le retour à la normale? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Réaction, donc ici avec Antoine Glaser et Johnny Bissakounou, et puis évidemment aussi avec Thierry Condé, à vos côtés, Claude Guibal à Bangui, qui commence. Je vous voyais très attentif, Johnny Bissakounou. Je partage plusieurs points de vue développés dans la chronique, sauf que, justement, le problème centrafricain est plus profond que ça. C'est un problème de politiciens centrafricains. Nous n'en avons pas. L'État est en faillite et pour cause, depuis plus de 2 décennies, on a des gens qui ont sacrifié le peuple sur l'autel de leur intérêt égoïste. Et ça, c'est pas nouveau en Afrique. La présidente, justement, je suis d'accord, elle sort du lot. Ah oui. Elle a une personnalité neutre, elle est mère de foyer, elle n'a aucune coloration politique. On pense qu'elle peut arriver à fédérer toutes les tendances, à mettre tout le monde d'accord autour d'une table et à trouver une issue pacifique à la crise. Sauf que son cabinet, sauf que son gouvernement est truffé de personnes, des représentants de la Séléka. Eux, ils sont là parce qu'ils ont pris des armes. Un représentant des anti-Balaka. Et donc, on est en droit de se croire qu'elle n'a pas les mains libres. Elle est avec des gens qui sont là justement parce que ils ont des moyens de pression. Et si on continue dans cette logique, il faut prendre des armes pour être aux affaires. Et on est aux affaires parce qu'on veut se servir et servir ces éléments sur le terrain. Le problème centrafricain n'aura pas de solution. Je ne cesse de le dire, tant que les auteurs instigateurs du drame centrafricain seront en liberté, souffleront sur la braise et peuvent armer, financer leurs éléments sur le terrain, pousser au massacre,
on ne s'en sortira pas. Bouzizi est libre, Djoto Dia est libre, Noureddine Adam. Et ce sont ces personnes-là, justement, qui poussent les anti-Balaka, qui poussent les Séléka de notre côté au massacre. Et si on ne peut pas, justement, composer sans ces personnes, on ne s'en sortira pas. Thierry Condé, à Bangui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Un commentaire à la chronique de Brice Couturier, vous voulez rajouter quelque chose, vous voulez réagir? Oui, j'ai dit bonjour aussi à Johnny qui est juste à côté. Bonjour Thierry. C'est le miracle du satellite, ça. On vous entend comme si on était réellement quasiment ensemble dans le studio. Hein. Merci à Eric Audran encore d'ailleurs. Merci beaucoup. Et si je peux ajouter quelque chose, on sait que Johnny vient de dire qui est complètement exact, mais il faut souligner aussi que Madame Samba Panza est quelque part actrice au niveau de politique, parce que enfin après quand elle avait présidé le comité de suivi du dialogue. Les comités de suivi des dialogues. Elle était aussi membre de ADP. Ça, il faut toujours souligner parce qu'il reste toujours membre d'ADP parce que son ADP sous-titre. Alors, c'est un parti politique, alliance, un parti politique, Alliance des démocrates, quelque chose comme ça. Alors, tout ça, et c'est que Johnny vient de dire tout à l'heure concernant certains membres des milices, que ce soit des anti-Balaka ou des Séléka qui sont dans le gouvernement, ça décrédibilise le gouvernement et ça donne vraiment à réfléchir quand, comme Johnny l'a dit tout à l'heure, si il faut prendre les armes pour être au contrôle de l'État, et ça il faut qu'on arrête avec ça parce que en fait juste après même il y a des ministres conseillers qui étaient avec de Tudjan qu'il a récupéré au niveau de la présidence de la République. Aujourd'hui on se pose beaucoup de questions parce qu'il y a de mêmes ministres qui font la même chose au niveau du gouvernement, et il y a encore un autre gouvernement bis au niveau de la présidence. Tout ça, ça pose problème. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, Marc, ce qui est intéressant ici, ce qu'on voit en discutant avec Thierry Condé et avec tout le monde ici en Centrafrique, c'est qu'on sent vraiment que le facteur majeur de ce drame, c'est justement l'absence d'État. On le sent à tous les niveaux. Déjà, on le sent parce qu'il n'y a aucune infrastructure dans ce pays, ce qui pose évidemment des problèmes terribles en termes économiques. On parlait tout à l'heure de l'action de Sangaris, notamment sur la route qui relie le Cameroun à Bangui, qui est une action, alors là, effectivement, à mettre au crédit de Sangaris, c'est essentiel parce que c'est la voie d'acheminement principale et quasiment unique de la Centrafrique pour pouvoir manger, pour pouvoir importer, pour pouvoir exporter. Mais à l'exception de cette route, quand vous vous promenez dans le pays, eh bien il y a rien. On va dans des villages où l'État n'existe pas. On va à Bangui, l'État n'existe pas non plus. Comment va-t-on en forme de force de police ni rien. Comment va-t-on organiser des élections dont l'objectif est prévu pour 20 février 2015 s'il n'y a pour l'instant pas d'État, si j'ose dire ça comme ça, Johnny Bissakounou? Justement, oui. Oui, je vous en prie. Pas d'État, pas d'institution, une majeure partie de la population contrainte à l'exil. Aujourd'hui, depuis l'avancée de la Séléka jusqu'à Bangui, ils ont systématiquement détruit que ce soit les mairies, la gendarmerie et tout. Il faut penser déjà, priorité numéro 1, à sécuriser le pays, d'abord désarmer toutes les milices sans exception, que ce soit la Séléka, les anti-Balaka, les cantonner quelque part, et enlever à leurs leaders ce moyen de pression qu'ils exercent pour être toujours aux affaires. Ensuite, penser à reconstruire l'État, ramener la sécurité et donner la possibilité aux réfugiés de pouvoir regagner leur domicile. À ce moment, entamer un début de normalisation. Et les élections, franchement, il ne faut pas rêver. C'est pas pour tout de suite. Février 2015, on a encore le temps de voir venir. On a le recensement. Il y a une question hyper importante qu'on ne veut pas affronter, mais il va falloir l'un de ces jours pouvoir affronter cette question de l'identité centrafricaine qui est aujourd'hui contestée. Parce que le fait qu'une partie de la population est contrainte à l'exil, c'est qu'il y a des gens qui ont estimé à un moment que
une catégorie de la population n'est vraiment pas centrafricaine de souche, qu'il y a des gens qui sont arrivés, des Tchadiens qui sont venus prendre notre pays, on est venu nous exterminer, détruire les mairies pour qu'il n'y ait plus d'actes de naissance et à ce moment envahir le pays avec des étrangers. Johnny Bissakoulou, vous êtes parti pourquoi vous? Je suis parti parce que au départ, quand la Séléka est arrivée, moi j'ai commencé à parler de la crise en Afrique bien avant l'arrivée de la Séléka. Déjà sous Bozizé, c'était pas meilleur. J'avais déjà des soucis avec le régime Bozizé. Mais quand la Séléka est arrivée, elle commettait des exactions tous les jours que le bon Dieu fait sur la population civile, mais personne n'en parlait. Le monde était quasi indifférent des choses qui se passaient en Centrafrique. Je fais partie des gens qui ont crié Urbi et Orbi qu'en Centrafrique, il se passe des exactions, des atrocités. J'en parlais chaque fois que j'en avais l'occasion. Et ça m'a valu des menaces même de mort. Le général Arda, celui qui aujourd'hui est à la tête d'une faction qui veut diviser le pays, m'a appelé personnellement pour me dire d'arrêter de ternir l'image du pays, de diaboliser la Séléka. Oui. Et aussi, mon petit frère a été assassiné par des éléments de la Séléka dans notre maison familiale. C'était plus possible de rester à Bangui. Et avec l'aide des confrères de RFI, je collaborais avec eux dans le cadre d'un projet Mondoblog, j'ai pu être exfiltré de Bangui. Aujourd'hui, c'est très difficile. D'autant que vous ne parlez pas seulement des sujets qui fâchent au niveau politique, vous parlez des sujets qui fâchent en général. Hein, on connaît aussi, et ceux qui ne le savent pas, par exemple vos billets, vos blogs sur le sida. Vous avez reçu le prix du meilleur magazine de lutte contre le sida en milieu jeune lors du forum régional des jeunes de la CEMAC. C'était à Yaoundé en 2009. Enfin bref, vous y avez fait feu de tout bois, mais vous avez failli le payer, bien sûr, de votre vie. Vous êtes ici aujourd'hui. Antoine Glaser. Oui. Ce qui serait quand même très très important, c'est on parle de cette fameuse communauté internationale. Je veux dire, qui est-ce que c'est que la communauté internationale? Ça n'existe pas. J'ai l'impression d'entendre Hubert Védrine. Mais c'est absolument incroyable. On dit la communauté internationale va faire ci, va faire ça. La réalité, c'est qu'on vit une période totalement, une sorte d'anachronisme historique. On considère l'Europe, les États-Unis, que toute cette période, c'est le précaré français. On a l'impression qu'on est au temps de la guerre froide. Et la France se retrouve seule. Et la France qui, bien évidemment, un peu le coq français dans son précaré, veut pas dire qu'elle a plus les moyens. On est en train d'arrêter des opérations maritimes en Somalie pour gagner 10 millions d'euros. Et la réalité, c'est que la France, dans un premier temps, a cru qu'elle allait faire toute seule. Dans un deuxième temps, maintenant, elle voit qu'elle s'appuie sur la MISCA. Qu'est-ce que c'est que la MISCA? C'est les 8000 types de la région, mais souvent, ils sont sous-équipés avec des chefs d'État qui sont eux-mêmes en rivalité. Et puis la troisième chose, maintenant, on attend 10 à 12 000 types des Nations Unies. On attend 10 000 soldats. Oui, mais la réalité, ils ne seront pas là avant le mois de septembre. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu sous-estimation. La deuxième chose qui est extrêmement importante, dont on ne parle absolument pas, c'est qui sont, on parle de la MISCA, les chefs d'État de la région, comment reconstruire la Centrafrique, qui a 8 frontières, avec des pays comme le Soudan, dont on ne parle pas parce qu'Omar El-Béchir est le monsieur Mister Is No Good, et donc on ne lui parle pas parce qu'il est poursuivi par la CPI. Là, le problème de la Centrafrique, ce sont le problème de ses voisins d'abord. Et ça, on n'en parle absolument pas. Je voudrais qu'on entende depuis Bangui Thierry Condé, qui est aux côtés de Claude Guibal. On a parlé, mais ça c'est très à la mode, puisqu'au fond, on en parle aussi pour l'Ukraine. Comparaison n'est pas raison. Mais que la solution, peut-être, serait une partition du pays. Thierry Condé. Justement, ça, ce n'est pas une solution. Mais tout ce que nous voyons sur le terrain montre à croire que nous sommes en train de partir vers cette solution. Parce que, au fait, pas cette solution, mais cette, je vais dire, bizarrerie qui se profile. Pourquoi? Parce que d'abord, au niveau de la MISCA, ils ont résolu le problème sécuritaire en faisant la répartition du pays avec des éléments de la MISCA, mais en leur responsabilisant la sécurisation des régions où ils sont frontaliers. Ça veut dire que les Tchadiens, ils vont prendre tout le nord et les Congolais vers le sud, et les Camerounais vers l'ouest et les Gabonais qui n'ont pas directement de frontières avec la Centrafrique, on le met au milieu. Alors on a posé la question, ils ont dit c'est justement pour sécuriser, pour que les désordres qui se passent à Centrafrique ne puissent pas embraser les autres États voisins. Et ça, c'est ce qui a été dit. Et puis
ce qui est encore pire, on a tout organisé pour amener les Séléka vers le nord. Alors, directement, on se rend compte que, en fait, ils ont une force de réaliser cette partition du pays qui aujourd'hui semble être quelque chose qui va se faire, parce que au fait au niveau des Ndélé par exemple, au niveau des Birao, au niveau des Bria même, qui est vraiment au centre du pays à côté de la Bambari. Donc on sent que ce sont eux qui ont maintenant le pouvoir, avec tous les chefs milices qui ont quitté Bangui, qui se trouvent dans ce coin-là. Alors ils sont encore armés, et même ceux qui sont à Bangui, ils sont encore armés, alors qu'on a désarmé le FACA, on a désarmé les anti-Balaka que nous voyons à Bangui, mais les Séléka restent avec leurs armes avec eux. Alors ça, on ne comprend absolument rien. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord sur le désarmement, parce que sachez Marc que à Bangui notamment on voit beaucoup d'armes, on voit vraiment beaucoup d'armes en circulation. C'est là le travail de la MISCA et de Sangaris de procéder au désarmement donc de toutes les communautés, mais effectivement dans l'est du pays les Séléka sont toujours armés. On dit que dans les camps de cantonnement où ils sont ici à Bangui, il y a des armes qui circulent. J'ai passé une partie de la soirée hier soir avec des anti-Balaka et sachez que ils sont extrêmement armés également. Et puis il y a toutes ces armes que les gens ont pris pour se protéger. Les grenades se vendent 250 francs CFA à Bangui, 50 centimes d'euros. Même 50 francs, tu peux en trouver. Ça veut dire que chaque guerre génère son petit marché. Monstrueux. Brice Couturier. Et donc il y a cette prolifération d'armes qui entraîne et qui nourrit ce processus de violence. Alors que si aujourd'hui on se tient à ce qui a été dit par exemple dans le cadre de la résolution 2134 qui demandait à ce que qu'on puisse aller vers l'impunité en désarmant toutes les milices. Et là on se retrouve dans des conditions où nous assistons encore au problème des recrutements, soit des enfants, des mineurs qui sont recrutés et qui aujourd'hui on le voit dans la rue de Bangui, qui circulent avec les anti-Balaka, avec des machettes à main, et tout le monde le voit et personne ne les interpelle. Et nous voyons encore des actes, des viols, de meurtres, des enlèvements, des attaques contre des écoles, des hôpitaux, et ça personne n'en parle. Alors aujourd'hui il est vraiment vachement question qu'on puisse aller vers le respect des droits de l'homme. Et ce respect des droits de l'homme ne peut réussir que s'il y a aujourd'hui des enquêtes et qu'on traduit en justice les auteurs de cela. Et comme la résolution 2134 le dit très bien, il faut que le gouvernement centrafricain se prononce et qu'il parle aujourd'hui et qu'il puisse prendre ses responsabilités. Parce que la résolution dit il faut que le gouvernement puisse prendre de mesures. Or, jusque-là, si on faisait comme on a fait au Congo démocratique, tolérance zéro pour tous ceux qui détiennent des armes. Alors attendez, je crois qu'il y a un peu, il faut que je... Thierry Condé, ça peut être une solution. Juste un mot, je veux dire, le gouvernement, on dit gouvernement comme si le gouvernement avait des moyens. Ils viennent juste de payer 1 mois de salaire. Le problème dans ce pays, c'est d'abord la misère et la survie, vous le savez parce que vous êtes sur place. C'est vraiment une question de fric aussi dont on parle très très peu. Il y a eu à un moment donné des pays voisins comme le Congo qui avait avancé 25 milliards de francs CFA pour faire les salaires avec des rivalités évidemment dans la région entre le Congo et le Tchad. Donc je veux dire, c'est aussi une question de fric. Un gouvernement sans argent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est pour ça aussi que c'est vraiment une question de misère et de survie avant tout. S'il n'y a pas d'argent qui arrive dans ce pays, c'est très difficile de reprendre les choses en main, même pour un gouvernement avec des gens tout à fait honorables. Alors, on parlait éventuellement de comment organiser ce qui serait une réconciliation, réparation dans un pays, encore une fois, qui n'a pas d'État. Cela semble extrêmement compliqué. On a parlé de la question humanitaire, mais plutôt au fond de la question politique. On sait aussi, bien sûr, que la question religieuse est centrale, mais qu'elle est souvent instrumentalisée à très mauvais escient. Écoutez, au micro de Claude Guibal, une psychiatre de Médecins sans frontières. Les Centrafricains ont eu besoin devant leur pays qui devenait un pays sans foi ni loi.
devant cette espèce d'effondrement de toutes les valeurs, même si depuis longtemps c'est un état de non-droit, etc. Ils ont adhéré à ce que les politiques voulaient bien faire passer comme message, à savoir que c'est un conflit religieux. Donc le conflit religieux, on dit chrétien contre musulman, et chrétien ça devient forcément anti-balaka, et musulman ça devient séléka. Alors que forcément, alors c'est une signification dont les Centrafricains ont besoin. Il faut toujours se donner une signification au monde, et celle-là, elle est un peu crédible pour eux. De toute façon, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils le croient. Donc, comme c'est un peu crédible, eh bien, ils marchent là-dedans et ça développe la haine de l'autre, la haine de celui qui n'est pas chrétien, la haine de celui qui n'est pas musulman. Moyennant quoi, actuellement, on est dans ce balancement où ce sont les musulmans qui sont traqués, enclavés, empochés, qui ont perdu toute liberté. Et si on les envoie, c'est par camion, par convoi, sans se soucier s'il y a quelque chose qui peut, sans dispositif après pour les recevoir ailleurs. On se soucie de rien, on veut s'en débarrasser, et au passage, on tue, on écrase, les fillettes dans les camions, il y a des enfants qui sont écrasés, carrément. Il y a une gamine qui n'a pas pu monter alors que la mère était montée, elle est restée sur le pavé, on lui a donné un coup de fusil, pourquoi pas, voilà. Donc, il y a sous le label, ce que je vous disais tout à l'heure, sous le label Séléka et anti-balaka, se greffent des franges et des strates multiples de bandits, de gangs, de voyous, de gosses qui errent et qui jouent, comme aux jeux vidéo, à tuer, à trouver les corps, à macheter, à les dépecer, à les couper en morceaux, sans aucune... avec un acharnement, même quand la personne est morte, qui est quand même très questionnante. Moi, j'avais dit un peu ça déjà en Syrie. L'an dernier, j'étais en Syrie, et j'avais trouvé qu'il y avait un acharnement après la mort, qui est vraiment, qui fait état d'une espèce de perversité de la jouissance, enfin, qui est vraiment interroge. Et là, je retrouve ça, quoi. On se contente pas de tuer, on va plus loin. On dissout l'autre, il faut qu'il disparaisse. Et là, c'est la haine à son comble. Et tout ça avec des situations absurdes à leur compte. Un non-sens complet. L'autre est devenu non seulement l'étranger habituel, parce que l'étranger habituel, qui n'a pas vos coutumes, qui a une façon de jouir qu'on ne comprend pas très bien, on le met à distance, on le haït. Mais là, c'est les gens avec lesquels il vivait. Tout d'un coup, il n'a plus son identité, il est dépouillé de son identité, puisqu'il n'est plus le voisin, il est Séléka. Donc, s'il est Séléka, c'est un ennemi, et c'est un ennemi à dépecer. Comment est-ce qu'on répare ça ? Certains ont conscience de s'être laissés berner par les gouvernements d'avant qui avaient tout intérêt à faire que tout ce beau peuple s'entre-déchire. Comme ça leur permet quand même de faire ce qu'ils ont à faire, qui est beaucoup plus important, qui est de s'enrichir, voilà. Mais je crois qu'il y a quand même pas mal de Centrafricains qui disent mais attention où on va, quoi. Forcément qu'on a envie de se venger, mais si on va par là, on n'en finira jamais, et ce sera une espèce d'escalade constante, et le pays sera à feu et à sang tout le temps, toute notre vie. Nos enfants vont connaître que ça. Ils sont traumatisés, je pense, de la perte de l'idéal sur leur pays. Ils se disent mais qu'avons-nous fait pour en arriver là ? En nous, il y a toujours cette part-là, cette part qui a une certaine jouissance, perverse certes, mais une jouissance à faire mal. Et que, voilà, il n'y a pas qu'eux qui font comme ça. Je crois qu'il faut aussi dédramatiser pour ne pas les renvoyer à une image une image archaïque, où eux seraient, des préhistoriques, archaïques, l'Afrique, avec tous les clichés que ça entraîne dans l'esprit des gens. Parce que c'est très facile de tomber directement de l'Afrique à l'archaïque. Voilà, Marie Von Barg, donc de Médecins sans frontières, au micro de Claude Guibal à Bangui. Il va être difficile, voire impossible, si ce n'est formellement, de conclure. L'entretien avec cette psychologue est évidemment terrifiant, parce qu'on ne voit pas comment on va quand même arriver à sortir
de cette histoire? Je pense que c'est très simple parce que le problème centrafricain... Johnny Bissakounou. Oui. Aujourd'hui, on est en train de généraliser une situation. On est en train de dire que les Centrafricains sont génocidaires, qu'ils s'entretuent. Non, il y a plus de 100 000 réfugiés à l'aéroport, des milliers à la mosquée centrale, au monastère. Dans la guerre pays, les gens ont fui les hostilités pour se trouver dans la brousse. Tout ce beau monde n'attend que la sécurité, la paix pour pouvoir regagner leur domicile. C'est un peuple pris en otage par une minorité de part et d'autre. Vous avez entendu, alors, comme moi, ce que je dis, le cycle des vengeances, la solution, pas seulement en Afrique. Oui, c'est vrai. Il y a des vendettas, ce qu'on appelle conflit religieux, j'appelle ça vendetta. Par exemple, mon frère a été assassiné par la Séléka. J'aurais pu dire, c'est les musulmans, c'est les Séléka qui ont tué mon frère, je vais tuer un musulman pour me venger. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous tenez ce discours à une population à plus de 70% analphabète, ça marche. La solution aujourd'hui, je pense, c'est qu'il faut arrêter les principaux auteurs instigateurs du drame centrafricain. Tant qu'ils sont en liberté. Mais oui, il y a une volonté. Qui les arrêtera? La Séléka a quitté depuis le nord jusqu'à Bangui, a commis des exactions 8 mois durant, 9 mois quand ils étaient au pouvoir, sous la barbe, sous les yeux des forces de la FOMAC. Il a fallu attendre l'arrivée des Français pour commencer un désarmement. Mais malheureusement, les réactions de représailles ont mis des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, je m'étonne qu'aucune juridiction, tant nationale qu'internationale, ne s'intéresse par exemple à Djotodia qui fait la belle vie au Benin, à Bouzizi, etc. Ce sont ces gens qui poussent leurs éléments au massacre. Si on les arrête et qu'on désarme leurs éléments, on finit avec le problème. Antoine Glaser. Oui, je veux dire, il faut effectivement, ce pays part en déshérence depuis 2-3 mois et en déshérence depuis plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment, il faut que les pays voisins, qu'on n'entend absolument pas, qui sont vraiment responsables aussi de ce qui se passe en Centrafrique, ils ont un rôle à jouer extrêmement important. Ouais. C'est vraiment l'Afrique. Il faut l'Afrique aux Africains. Et il faut oublier les élections de février 2015. Et quand les élections en février 2015, s'il n'y a pas avant dans ce pays une conférence de réconciliation nationale, les élections imposées, c'est toujours pour la communauté internationale, parce qu'il y a des grands pays qui disent tant qu'il n'y a pas de retour à l'ordre constitutionnel, on ne met pas d'argent dans ce pays. Mais la réalité, c'est d'abord vraiment la Centrafrique, les Centrafricains au niveau vraiment local, national, et surtout les voisins dont on n'entend pas parler. Mais ce n'est pas la France qui va faire le bonheur des Centrafricains. Vous nous donnez votre adresse Twitter, votre compte Twitter, Johnny Bissakounou. C'est mon nom, Johnny. Mon prénom, en fait, Johnny, ajouté N-I. Voilà, ceux qui veulent savoir peuvent aller sur le compte de Xavier Delaporte, le mien ou celui des matins, mais parce qu'il nous tient au courant très précisément de ce qui se passe grâce à vous. Je salue bien sûr, depuis notre studio où on voit la Tour Eiffel, je salue bien sûr Claude Guibal, Thierry Condé, Eric Audra, qui étaient en direct de Bangui.